presque 2 ans, et dont je n'ai vu aucun devoir à ce jour. Attention, tu vas bientôt être vraiment victime de toi-même. Mais je t'aurais prévenu, hein, et j'aurais même pris les autres à témoin. Si je n'ai pas la totalité des devoirs au mois de juin, c'est terminé pour toi. Il ne pourrait plus rien pour toi. Donc maintenant, ma question c'était... Oui, parce qu'on finit au 37 ans. C'est vrai, tu as raison. Mais je pense quand même que tu devrais avoir une partie substantielle de ce qu'il faut au mois de juin. Hein. Après Avril. Avril. Ah. Oh là là, on a été content de l'entendre. Hein. Non, mais, avril, elle remet quelque chose. Très bien. Donc, c'est combien? La moitié? Le tiers? Le quart? La moitié. Oh, la moitié de ce qu'il faut. Je suis... D'accord, je note. J'ai des doutes, mais mais c'est peut-être mon défaut. J'écoute. Alors, tu es comment prochainement? Quelle est ta pire... Vous êtes trop gentil. Ouais, trop gentil. J'ai trop confiance, facilement. Ouais. Et je suis motivée, mais pas dans le jeu. C'est ça, tu as l'envie, mais tu n'as pas la discipline. Voilà, c'est ça. Là, je suis d'accord aussi. Oui, c'est un défaut. C'est un vrai défaut, ça. Hein. Mais je vais t'aider. Néanmoins, pour ce qui est trop gentil, moi je dis toujours à cet égard que c'est pas un défaut, ou c'est pas une vulnérabilité véritable, lorsqu'on a avec soi, parmi nos proches, quelqu'un qui sait le respect. Audrey. Mais oui. Moi, je dis aussi que je suis trop gentille et je pense que je suis peut-être trop stricte avec mon... Ouais. Pourquoi? Oui, tu essaies quelque part d'être plus dur que gentil pour éviter que la gentillesse te pose des soucis. C'est quoi l'histoire? Noir, je viens vers toi. Je crois que c'est peut-être un trop gros renforcement du ça. Pas du ça, du surnom. Voilà. En fait. Parce que pourquoi? Tu penses qu'effectivement, dans cette sensibilité ou cette gentillesse qui ferait plutôt partie du ça, que tu as du mal parfois à contrôler, tu te dis, voilà, il y a un peu de surmoi pour calmer tout ça. C'est une forme de protection. Voilà. Pour éviter la trahison, la déception, l'humiliation. Voilà, un peu de tout, voilà, un peu beaucoup de choses. Donc là, Noura, elle n'est pas arrivée encore à ce niveau-là. C'est que elle est encore petit poussin. Hein, petit poussin qui pourrait se faire matraquer. Hein, rassure-moi, il y a quelqu'un qui est ton grand frère ou ta grande sœur ici en France? Non, hein? Il va falloir qu'on s'y mette alors. Regarde tous autant que nous sommes, nous avons entendu aujourd'hui que notre chère sœur Noura, petit poussin devant Dieu et les hommes, avait besoin de protection. Hein? Donc vous occupez d'elle, du genre. Et vous m'oubliez chaud. Hein? La version chaude. Ouais. Non, mais c'est là, on dit chaud. Ça devient un truc. Alors, chaud, c'était voilà, sanguin, c'était vif, c'était. Voilà. Mais ça fait quand même sourire Morana. Donc, ça percute hein, aussi avec des mots comme ça. Donc, ça marche. Reçu. On est là. Voilà, ça c'est bon. Et c'est bien dit en plus. Avec le ton qu'il fallait. Alors, je crois que vous avez compris ce que c'était qu'une vulnérabilité maintenant physique et psychologique. N'oublions pas la sociale. La sociale, c'était qu'on est rejeté, humilié, moqué, harcèlement moral, pression hiérarchique excessive. Vous voyez, tout ce qui va nous marginaliser au bout du compte, nous discriminer vis-à-vis des autres, en comparaison avec les autres. C'est pas forcément, encore une fois, noir-blanc. Ça peut être tout simplement dans une famille. Moi, je l'ai vécu, ouais. Je reconnais. C'est-à-dire, moi, j'étais l'homme, le garçon, le grand frère, voilà, qui était le modèle du genre à l'époque. C'est-à-dire, il réussissait tout. Il avait toujours les félicitations. Il était un travailleur, un étudiant modèle, tout ça.
Donc mes frères et sœurs qui arrivaient après, et qui n'étaient pas au même niveau en tout cas, différemment, mais ils passaient dans les classes où mes professeurs m'avaient eu. Donc vous imaginez ce que ça donne pour eux, c'est-à-dire que tout le temps on leur disait « Ah, vous êtes le frère ou la sœur de ». Déjà leur identité, c'était pas vous êtes, non, vous êtes le de. Et donc tout se jouait par comparaison. C'est vraiment, il ne faut jamais dire, on vous apprécie, on est avec vous pour vous. Mais en plus, vous êtes la frère ou la sœur de leur montée modèle. Donc il fallait, pour eux, parvenir à un niveau... Ça dépend. Voilà. Des fois, c'est un encouragement. Ça peut être un encouragement. Des fois, ça peut être une... Voilà, en tout cas, eux, voilà, très clairement, ils ont plutôt vécu comme ça. Voilà. Non, oui. C'est toujours, bien sûr, un peu flatteur, en disant, voilà, parce qu'on se dit, bah, s'il vient de cette famille-là, voilà, où le grand frère était comme ça, donc c'est plutôt de bon ton. Bonne ambiance. Mais ça donne quand même un challenge. Quand vous n'êtes pas aussi bon, on attend que vous soyez presque aussi bon. Et donc, ça met une pression supplémentaire, en tout cas. Et puis, on ne traite pas de vous comme ça. Donc, il faut juste se dire que ça, c'est un exemple léger. Les vrais problèmes commencent lorsqu'on impose le chantage à un enfant ou un adolescent en raison de ses résultats scolaires, par exemple. C'est-à-dire que tu n'auras rien si tu n'as pas au moins 16 sur 20. Je te fouetterai si tu n'as pas au moins 18 sur 20. Ce genre de bêtises. Et donc là, oui, on a un gros souci social. Parce que dans ce cas-là, on met la barre beaucoup trop haut et ce ne sera jamais assez. Voilà, parmi les problèmes sociaux que beaucoup de personnes rencontrent, c'est que ce n'est jamais assez. Ils font tout, mais ils ne sont pas vraiment encouragés. À chaque fois qu'ils progressent, ils sont passés de 8 à 10, de 17 à 12, de 12 à 14, et arrivé à 14, on leur dit encore. Non, on leur dit rien, on leur dit pas c'est bien, on leur dit peut mieux faire. Toujours peut mieux faire. Et donc, il faut à un moment donné reconnaître qu'il faut travailler l'amour, l'estime, l'identité. Et donc, l'estime, ça commence par valoriser, motiver la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait. Vraiment de bien. À chaque fois que cela est possible. Reçu? Donc, il se ressemble, s'assemble, se complète et se reconnaît. Donc, se reconnaît, ça veut dire que même si vous ne reconnaissez pas une victime, consciemment, moi, je vous vois. J'ai pris l'habitude de faire connexion avec mon intention, donc je vois en compte ce qui vous est arrivé. Alors, partons de là. D'un strict point de vue d'aidant ou d'écoutant, victime, vous comprenez qu'il faut autant raisonner d'un point de vue rationnel que irrationnel. D'un point de vue juridique que d'un point de vue psychologique ou criminologique ou étymologique ou sociologique, etc. Que d'un point de vue vulnérabilité physique que vulnérabilité psychologique. Que d'un point de vue qui se ressemble, s'assemble, que se complète ou se reconnaît. Que, vous voyez ce que je veux dire? On doit toujours balancer l'objectif et le subjectif également. On ne peut pas raisonner. Alors, et en plus, on doit essayer de se dire que moi, ce que j'ai appris, ce n'est pas forcément ce que la personne vit. Moi, ce que je ressens, ce n'est pas forcément ce que la personne ressent. Donc on doit essayer toujours de faire un va-et-vient permanent entre le tout et son contraire. Entre soi et l'autre. Voilà, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est un maître mot. Voilà. Je vais d'ailleurs commencer, je vous dis, un cours hors, enfin, ce sera un stage, mais un cours web TV sur le développement personnel. C'est devenu aujourd'hui pour moi un truc absolument capital. Le ressenti de la victime, troisièmement, l'emporte sur la réalité sociale juridique des faits. Alors, j'étais en unité médico-judiciaire, il n'y a pas encore si longtemps. J'ai rencontré plusieurs centaines de victimes. Ce sont des unités donc, dans les hôpitaux qui accueillent les victimes qui sont envoyées par la justice à la suite d'une expertise demandée par le procureur ou son substitut, ou éventuellement par réquisition judiciaire d'un officier peu judiciaire, gendarmerie ou police nationale. L'idée, c'est de
d'évaluer plus précisément la personnalité, le contexte, les déclarations de la plaignante. Puisque donc l'individu a porté plainte, la justice a enregistré et considère ça suffisamment sérieux au départ, mais elle veut, avant de lancer toute l'enquête préliminaire, où il y a déjà enquête préliminaire, enquête de flagrance, et on veut avoir un complément plus spécifique d'informations criminologiques ou victimologiques. À cette occasion-là, donc j'ai rencontré deux personnes qui sont radicalement opposées et qui viennent illustrer parfaitement ce principe du ressenti de la victime, différent de la gravité sociale juridique des faits. La première victime était une dame qui avait une cinquantaine d'années, chef d'entreprise, avec des enfants à charge, qui étaient donc devenus grands, ils travaillaient tous, et un mari qui, depuis plus de 25 ans, adorait sa femme et était marié sans aucun problème particulier. Cette dame, telle qu'elle m'apparaît, a porté plainte. Plus exactement, une fois qu'on regarde le dossier, il s'agit donc de sa mère. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Et néanmoins, puisqu'elle est la personne mise en cause, en quelque sorte, eh bien, donc on lui demande de venir et de s'expliquer un temps soit peu. Et moi, ma mission dans l'expertise, c'est toujours évaluer cliniquement la personnalité analyser donc sous l'angle victimologique la personne, quels pourraient être donc les manquements, les carences, etc. Mais également reconstituer ou déduire des choses sur l'agresseur, sur les premiers éléments du profil de l'agresseur en fonction du témoignage de la victime. Et toute l'information utile à la manifestation de la vérité. Cette dame m'apparaît très équilibrée en face de moi. Une personnalité forte, une personnalité solide, qui assume son rôle de mère et de chef d'entreprise de manière tout à fait carrée. Et donc, elle ne m'apparaît aucunement victime, d'apparence, dans un premier temps. Et puis, je gratte, et puis, voilà, elle m'explique finalement que lorsque elle était petite, elle a été incestée par son père, grosso modo, de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans, l'âge auquel elle est repartie vivre sa vie librement. Et j'en viens à lui demander, pour préciser les choses, puisqu'elle est forte et qu'elle peut donc parler un peu comme un alcoolique anonyme parlant de son alcoolisation passée, avec beaucoup de neutralité, d'objectivité. Elle me dit, combien de fois c'est arrivé par semaine? Au moins 3 fois. Au moins 3 fois par semaine. Très bien. Donc il y a... Vous êtes sûr de ça? Ah oui, je peux vous le dire, parce que je peux même tout vous décrire. Ça s'est passé comme ça, ceci, blablabla. Donc elle me donne des éléments assez variés. Et donc je dis de 5 ans, vous me dites, oui, je me souviens parce que c'était mon anniversaire, j'avais eu tel cadeau, blablabla. Donc je sais que c'est mes 5 ans. Je me souviens au moins de là. Et 18 ans, parce que je suis parti, puis là c'était fini. J'étais plus sur le joug, l'emprise de mon père. Et donc, de 5 ans à 18 ans, ça fait donc 13 ans. 13 ans multiplié par 12 mois, multiplié donc par 4 semaines, par chaque mois, et donc 3 fois par semaine. Vous faites le calcul, on est arrivé à plusieurs centaines de viols, évidemment. C'est-à-dire qu'on avait affaire, dans ces cas-là, à un violeur en série. On ne dit jamais d'ailleurs assez que les incestueux familiaux sont les premiers violeurs en série. C'est pas le type dans la rue. Le type dans la rue, il va peut-être vous en faire 30-45 hommes comme celui qu'on a arrêté il n'y a pas longtemps, c'est évidemment beaucoup, mais les vrais violeurs en série sont ceux qui sont juste à côté de chez vous, juste à côté de vous. Bon. Donc, c'était juste pour dire que, en termes de gravité sociale et juridique des faits, si on raisonne pénalement, c'est extrêmement grave. On a une multirécidive, on a des multirécidives de crimes, ce sont des crimes sexuels et sur mineurs. Et on a des circonstances aggravantes, parce que c'est le père et qu'il avait autorité légitime sur son enfant. Si vous y rajoutez la quantité, plusieurs centaines, voilà, il m'est arrivé au moins 20 ans, lui, de prison. Bon. Sauf que le ressenti de madame était quasi nul en face de moi. C'est-à-dire que
elle avait vraiment, cette dame, fait le deuil, au sens propre du terme, de ce qui lui était arrivé. Elle avait tourné la page, elle avait été résiliente, elle avait encaissé ça, et c'était même plus un cadavre dans son placard, justement. C'était quelque chose qu'elle assumait et qu'elle faisait partie donc, de son histoire de vie, comme une page de son livre de vie. Et voici donc sa mère, qui a appris subrepticement par un témoignage éloigné, parce que le père ça a été pris à une autre personne, à une nièce, laquelle donc avait aussi porté plainte, qu'à cette occasion, donc, elle avait entendu dire que sa propre fille donc, avait été aussi incestée. Donc elle a entendu. On veut savoir ce qui se passe. Et donc elle va dire oui que c'est arrivé. On ne va pas le cacher. Elle va même nous expliquer tout. Mais elle dit immédiatement après, je ne veux aucunement porter plainte. Je ne veux aucune poursuite. Et je veux qu'on me foute la paix en clair avec cette histoire. C'est là où déjà vous avez une leçon, mais titanesque, que vous devez retenir, c'est que si vous êtes un procureur et que vous avez en charge de respecter la loi et que vous avez l'opportunité des poursuites en raison du trouble à l'ordre public qui a été occasionné, et que nous sommes face effectivement à une multirécidive de crimes qui le mérite, vous ne pouvez que suivre. Selon son critère à lui, c'est compliqué de ne pas suivre. Et de l'autre, vous avez une dame, pourquoi ne veut-elle pas de poursuite d'après vous? Elle a réussi à se passer ce traumatisme, c'est revenir un traumatisme de retourner dans le aussi. C'est ça, déjà, voilà, déjà le fait de. Parce que ça, on le dit jamais assez. Autant on peut comprendre qu'un procès pénal et la procédure tendant à manifester la vérité en général, c'est utile pour le deuil et la rédemption d'une famille, en tout cas en partie. Mais de l'autre, ça ne peut que raviver, réveiller, répéter, recycler la souffrance et la violence de ce qui s'est passé, bien évidemment. Évidemment. Donc, c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'un agresseur fait déjà appel, c'est reparti pour en mettre une couche à chaque fois pour les familles de victimes. Et parfois, les délais d'appel, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend, mais bon, ça peut être quand même 2-3 ans quand même, facile. Hein. Donc vous êtes parti déjà avec une procédure d'instruction qui va durer 25 ans, mais quand même plusieurs années. Il y a le procès, très bien, appel 2-3 ans après, cour de cassation au cas échéant, 2-3 ans encore après. Donc on est parti pour entre 10 et 20 ans de problèmes quelque part liés à cette histoire. Vous voyez, ça ne va pas vous lâcher. Et donc la dame, elle dit, ben voilà, c'est arrivé, moi j'ai vécu ça, c'est vrai, mais j'en ai fait le deuil, je ne veux plus qu'on en parle. Et elle vous raconte aussi qu'elle a réussi sa vie. Elle s'est battue pour réussir sa vie. Chef d'entreprise, mère de famille, forte, elle essaie de reconstruire même sa personnalité. Hein. Et elle se dit, mais réaliser ce que ça peut être aussi, même d'un point de vue social pour elle. Ouais. Là, on va faire si vous voulez, parce que c'est très important ce que je vais dire là, une petite rosace, imaginez là dans votre esprit, au centre, il y a pourquoi quelqu'un se tait, pourquoi quelqu'un ne veut pas révéler cette histoire-là. Ok? Et on va se trouver des causes liées à tout ça. Donc là, on vient de dire, pour ne pas remuer la merde. Très bien. Hein, pour ne pas voilà, revivre une souffrance. Très bien. Maintenant, quoi? Si donc madame, qui pendant près de 30 ans, a été donc une mère estimée, estimable, ayant réussi professionnellement et familialement, globalement, sa vie, en vient à être exposée par des agressions sexuelles de son père pendant 15 ans, plus 13 ans. Qu'est-ce qu'on va en dire? Elle change complètement de statut, c'est-à-dire qu'elle passe de la chef d'entreprise déjà à l'incestée, à la mère exemplaire, à la conflit, voilà. Vous comprenez? Et ensuite, c'est qu'en dira-t-on? Ah,
je croyais qu'elle était blablabla, mais en fait. Parce que les gens sont ainsi faits qu'ils ne vont pas retenir dans ces cas-là les bonnes choses que vous avez faites. Ils vont se focaliser bien sûr sur toute la merde. Vous savez, c'est terrible à dire, mais vous pouvez passer 50 ans de votre vie, avoir été exemplaire à tout point de vue, mais si vous avez une plainte pour harcèlement sexuel, et qu'elle fonctionne, c'est que ce soit réellement passé, d'accord, hein, je ne dis pas, mais qu'il y ait vraiment ça, qu'est-ce qu'on va retenir? Le type qui a fait 50 ans exemplaire ou le type qui est poursuivi pour harcèlement sexuel? En fait, plus vous êtes exemplaire, plus on demande à ce que vous le restiez. Sinon, c'est encore pire, vous tombez de votre piédestal dès qu'il y a un truc qui ne va pas. On pardonne encore moins à celui qui est exemplaire. Voilà. C'est le problème de la marginalisation sociale liée à ça. Bon, donc ça c'est la deuxième cause. Troisième cause, la culpabilité. Pourquoi la culpabilité est un problème dans son cas? Parce que par rapport à sa mère. Ouais, bien sûr, c'est que si on le dit, si ça se sait, voilà, vous allez foutre le bordel autour de vous, bien sûr. Vraiment le bordel. Là où vous avez une maman qui avait autorité, légitimité, amour, paix, gloire, et vous bientôt, eh bien, vous avez des enfants qui disent « Ah, ma pauvre maman ». La mère, « Ah, tiens, j'ai pas vu ». Vous avez provoqué la culpabilité de vos parents en disant « Putain, j'avais pas vu pendant 13 ans ». Oh, putain, 13 ans. Et donc, vous déclenchez forcément un séisme familial dont certains peuvent bien réagir. On le voit par exemple dans l'affaire des cadres, encore une fois. On voit bien comment ces parents réagissent. Ils réagissent de manière très digne quand même. Enfin, très vécu. Mais il y en a d'autres qui risquent de se positionner. Et puis, il y a toujours le positionnement de façon pro-victime et pro-agresseur. Les familles souvent se positionnent en disant « Ouais, mais c'est mon fils quand même. Ouais, c'est hein, le fils de l'agresseur. Ouais, moi, c'est mon fils, donc je ne peux pas quand même condamner mon fils. » Ou alors elle l'a bien cherché. Hein. Vous savez ça, elle l'a bien cherché, donc quelque part, je ne peux pas la défendre. Vous la défendez, maintenant c'est la guerre des familles, la guerre de clans. Hein. Regarde dans l'affaire Grégory. Les Villemains contre les 3 petits pois. En tout cas, il y a des corbeaux et il y a des gens qui vraiment voulaient, qui avaient la haine contre cette famille Villemain, en particulier le papa, Jean-Marie. Donc, c'est quoi? Donc, vous dites, il y a des bâtards, lorsqu'on lit les lettres du corbeau, qui laissent des traces quand même, qui opposent des familles, des personnes dans la famille. Bon. Tout ça, c'est juste pour